Ce qui est nice, c'est Alexandre Nicolas avec mon collègue André du domaine. Cette semaine, nous allons avoir Manon Barbeau qui va être avec nous prochainement, très bientôt en fait. Elle devrait pouvoir embarquer tantôt. Je pense qu'elle est occupée, hein, André? Euh, Oui, à la Cinémathèque québécoise, il y a un grand colloque international, plus qu'un colloque, une rencontre internationale des archives du film. Donc, il y a les cinémathèques où parfois c'est d'autres instances nationales dans différents pays qui prennent soin des archives du film. On sait qu'il y a plein de tournages qui se sont faits, mais encore faut-il avoir des lieux pour sauvegarder ce patrimoine-là, notamment ce qui était tourné en pellicule photographique. Là, c'est des choses qui s'usent avec le temps. Alors, c'est conservé souvent dans des voûtes et avec des spécialistes. C'est parfois restauré. Parfois, il y a des vieux films qui apparaissent des fragments ici et là, puis on essaie de les remettre ensemble pour les reconstituer de ce que ça avait l'air à l'origine. Alors, puis maintenant, il y a toutes les questions concernant la numérisation et l'intelligence artificielle qui se rajoutent à ça. Alors donc, c'est tout un monde, hein, un domaine. Et Manon Barbeau est invité. D'ailleurs, hier soir, un document que toi et moi, on connaît bien, là, les 6 saisons oui. Atikamekw, viennent d'être numérisées par la Cinémathèque et ça va être rendu accessible aux communautés. Alors, voilà, on l'avait présenté à la Cinémathèque. Là, hier soir, ça a été présenté spécifiquement pour les gens du colloque, hein, qui étaient là pour le colloque. Alors, la Cinémathèque est bien fière d'avoir voilà, la Fédération internationale des archives du film. Je ne me souvenais pas du nom de l'instance. Alors, c'est cette association, cette fédération. Et ils ont présenté 3 des saisons. Alors, on a pu voir des versions restaurées. C'est les mêmes films, évidemment, qu'on a montrés. C'est pas. Quand on restaure, on ne change pas les films. Mais c'est une meilleure qualité. Alors là, pour l'image et le son, effectivement, il y a quelque chose d'assez magnifique. Ça rend vraiment comme si le film venait de sortir du laboratoire. Et puis plus largement, le son, parce qu'on va dans des bandes son originales, magnétiques, et quand c'est transcrit en son numérique, c'est autrement meilleur comme qualité que le son optique qu'on avait, devrais-je dire, le long des pellicules film pour les projections selon cette façon cinématographique de faire, maintenant, avec la numéro vidéologie, le son est nettement supérieur. Et c'est intéressant parce que Marcel Jean, le conservateur de la Cinémathèque, nous a appris qu'il y aurait des versions où on enlèverait le commentaire. Pourtant, il est magnifique. Hein? C'est Michel Garneau qui est à la fois d'abord un narrateur, un présentateur extraordinaire avec une voix magnifique, mais c'était aussi un poète. C'est lui qui avait qui a fait le commentaire. Eh bien, on va l'enlever. On va enlever Michel Garneau pour ne regarder que l'Atikamekw, parce que parfois, la voix off évidemment, embarquait par-dessus les conversations que les gens avaient dans le film. Alors là, les Atikamekw pourront voir la version intégrale, si je puis dire, du matériel. Et également. C'est ça, j'avais demandé à Pierre, est-ce que ce serait possible, mettons, d'avoir seulement que le visuel, puis que les Atikamekw, ou mettons des années, puissent faire le commentaire
Parce que je me rappelle quand on a fait la projection, là, les aînés n'arrêtaient pas de parler pendant la Oui, projection, puis c'est vrai. ils disaient ce qui se passait, puis ils racontaient, mettons, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, puis c'est qui la personne qui faisait ça, là. Effectivement, c'est quelque chose que il va pouvoir maintenant plus facilement être fait parce que des copies de la version restaurée seront disponibles. Et c'est là, Alexandre, une excellente suggestion. Il faudrait suggérer, je ne pense pas que ce soit maintenant Pierre Dinel de le faire, mais les gens de la communauté eux-mêmes, hein, ta maman, hein, Ouais. qui est aussi cinéaste et qui est aussi une des gardiennes de la culture atikamekw, pourrait très bien organiser, hein, ça se ferait bien même dans les maisons, hein, des projections privées où on enregistre les commentaires des aînés sur je me souviens, il y avait, est-ce que c'était Manoine? Je pense que c'était Manoine. Tamanouane. Louise de Grosbois avait fait un film à partir des photos de son père. Et je pense que ça s'appelle Oui, Histoire de Manoine. Et Louise de Grosbois, son père avait travaillé en Mauricie, avait pris beaucoup, beaucoup de photos chez les Atikamekw. Et elle a découvert ça dans les archives de la famille. Et elle en a fait un film fort intéressant d'ailleurs, où c'est justement en montrant les photos à bon, j'imagine à différents Atikamekw, mais principalement des aînés, qu'il y a eu, elle a fait une bande son et c'est devenu un Mm. film où on voit un peu en diaporama les photos, mais on entend les commentaires et ça donne toute une partie importante de l'histoire de la communauté. Alors, C'était au Bijuan. c'était Obijuan, OK, Ouais, au Manoine Ouais, Obijuan, je me confondais, qu'on ouais. m'excuse, mais voilà. Alors ça, c'est ce qui avait été fait et ça avait donné des résultats assez formidables. Et qui apparaît comme une bonne fée marraine, Manon Barbeau. Bonjour Manon. Bon, bonjour André. Ouais, Manon. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Je pense que comme tu es dans un colloque où il se passe des choses fort intéressantes, on va essayer peut-être de se concentrer sur les réflexions et ce que tu as découvert au colloque, puis, avec incidence Première Nation, parce que c'est sûr que tu es toujours l'égérie du Wapikoni Mobile que tu as fondé et tu es toujours au conseil et tu veilles toujours peut-être un peu plus loin que déjà sur ce fantastique projet. Alors, donc, j'imagine bien que tous les idées qui se promènent durant ce colloque, quand elles te trottent dans la tête à toi, c'est sûrement le Wapikoni ne doit pas non plus être très loin de tes préoccupations. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? M'entendez-vous bien? oui, on t'entend bien, Oui, Manon. bon. Oui. Ben, je t'entendais parler des 6 saisons à Atikamekw. Mm-hmm. Ça a été vraiment, vraiment une découverte et je te dirais la découverte d'une splendeur, ce film-là, hier. En fait, on a vu 3 saisons, tu as dû dire ça. J'ai trouvé que la caméra et puis le fait qu'on se retrouve 40 ans en arrière et que j'ai à côté de moi Debbie, qui est une participante du Wapikoni, qui a fait 3 films avec nous, puis dont un film qui était très impressionnant parce qu'elle avait un défi de faire des kilométrages en raquette. Elle avait entraîné sa fille, c'était un enjeu communautaire. Et sa fille, c'était pas évident, là, comme une adolescente, de marcher tout ça. Puis on était témoin de ses efforts, de ses difficultés, de la fin de la journée sous l'attente des confidences. Puis ça a été vraiment, vraiment un défi qu'elle a relevé. Puis mère-fille, c'était extrêmement touchant. Donc hier, j'avais Debbie assis à côté de moi à ce film-là, restauré magnifiquement. Puis elle me présentait son arrière-grand-mère, puis elle me traduisait les blagues qui étaient dites, que moi, je ne pouvais pas comprendre, évidemment, parce que la trame de fond était toute en atikamekw, heureusement, cette petite belle langue qui est heureusement si conservée. Donc, j'ai adoré ma soirée. Et il y a eu des mots prononcés. Je ne sais pas si tu en as parlé parce que je suis arrivée un peu plus tard, mais le discours qui a été fait au départ, dans une grande partie en atikamekw aussi,
je pense que c'était chouette pour eux parce qu'ils étaient quelque part comme honorés dans toute leur culture. Est-ce que tu as décrit, est-ce qu'on voyait des saisons ou pas? Non, j'en ai pas parlé, mais il faut dire que pour nous, toi, c'est une découverte. Tu es chanceuse d'avoir découvert ça, d'avoir vraiment tombé surtout sur la version restaurée. Alexandre et moi, on est un peu plus familiers parce qu'on a organisé déjà. Oui. Et d'ailleurs, toute une délégation était venue à ce moment-là de Manoine. Et on avait passé les 6 saisons en entier, mais dans la version du film, qui est quand même assez bien conservé parce que ça n'a pas beaucoup roulé comme pellicule. Mais c'est sûr que, c'est ce que je disais tantôt, quand on entend le son numérique, c'est vraiment autre chose. Hein. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, on le sait que, par exemple, le rituel du sirop d'érable, des érables, on sait que ça vient des Premières Nations. Mais moi, je n'avais jamais eu l'occasion de l'observer. Et là, tout ce rituel à propos de l'écorce, le réceptacle en écorce, qui est beaucoup plus joli que nos seaux en métal maintenant là, et le plaisir de manger, puis le long processus fait de façon si artisanale, mais tellement pas trafiqué, tellement pas industriel, on avait envie d'en manger. D'ailleurs, tu m'as dit hier, tu es assis toi aussi de l'autre côté, tu me disais qu'on avait envie d'y goûter, ça nous donnait faim en fait. Oui. Alors, c'est sûr que ça me ramenait au Wapikoni. Tu as parlé du Wapikoni tantôt. Ben, le Wapikoni est rendu à 1500 films maintenant. Puis ça me faisait réaliser l'importance archivage, parce que ici, c'est un colloque sur l'archivage en milieu filmique, là, en film. Et tout ce qu'on a récolté, tout ce que les Premières Nations ont réalisé sur des sujets qui leur tenaient à cœur pendant ces 20 années-là maintenant, là, il faut vraiment, vraiment, vraiment le protéger parce que, est-ce qu'il y a trop de bruit? Est-ce que vous entendez trop de bruit? On entend très bien, ça va, merci. Vous entendez très bien? Donc, il faut vraiment, vraiment le protéger parce que les participants ont abordé plein de thématiques extrêmement précieuses pour la mémoire collective. Là, on parlait de reconnaître à l'UNESCO. On a eu pour le Wapikoni une reconnaissance de l'UNESCO, mais globale, pas des films dans leur individualité. Et des films sur la pêche, sur la chasse, sur le territoire, sur les Tikinagan, sur la spiritualité, sur tout ça filmé dans le respect parce que les jeunes avaient aussi des limites. Là. On sait que, par exemple, les rituels de tente, ils étaient limités dans ce qui tournait, mais quand même, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à préserver. Et moi, je voudrais que ça retourne aux communautés. Et ce que j'avais envie de faire, là, c'est de profiter, par exemple, d'un mentorat en montage pour impliquer des jeunes des communautés pour qu'ils apprennent à monter et qui réunissent eux-mêmes ces thématiques-là pour en faire autant de précieux documents qui seraient comme protégés pour la mémoire par la suite. Tu sais. Oui. Ben, d'ailleurs, Pierre Dinel, après la projection, je ne sais pas si tu l'as entendu, là, on causait avec Marcel Jean, le conservateur en chef de la Cinémathèque québécoise. Alors, Dinel, évidemment, le remerciait d'avoir présidé à la restauration des 6 saisons, mais il disait, dans les voûtes à la Cinémathèque, il y a plein de matériel filmé, des chutes, parce qu'on coupait et on mettait ça dans un chutier. Tu as connu cette époque-là, toi aussi. Oui. Alors, donc, il dit, il y en a plein de chutes. Et ça aussi, c'est des documents précieux. Puis j'imagine, c'est aussi les chutes électroniques, si je peux dire, dont tu parles tantôt, parce qu'à côté, des fois, pour un court-métrage de 3 minutes, il y a plein de matériel qui a été tourné et qui est... Et là-dedans, bon, il y en a effectivement que c'est des rebuts, on n'y tient pas, mais il y en a d'autres quand c'est des témoignages d'aînés ou des savoir-faire qui sont saisis, comme c'est le cas dans les 6 saisons. Et comment on conserve ça, puis comment on les classe, c'est tout un débat.
Il y a Mmh. plein comme ça de témoignages d'aînés. Puis, tu sais, Kitsakik, qui est une communauté très, très particulière où il y a encore un certain nomadisme, puisqu'ils vont dans la presqu'île avec tout leur bagage aussitôt que le printemps se pointe, là. Comment ça s'appelle déjà le printemps? Je me souviens que l'été, c'est Mira. Miroskmen, Oui, en Atikamekw, c'est oui. Nibin pour l'été, puis le Ah oui, c'est printemps, ça. c'est Miroskmen. Donc, tu sais, Oui. il y a des documents, merci beaucoup, Alexandre. Il y a des documents qui témoignent de ça, de ce nomadisme-là encore. Mhm. Euh, donc, tu sais, il y a Luc Bourdon, qui est un cinéaste qui a fait La mémoire des anges, avec tous des documents ben, il a tiré des extraits de films de l'Office national. Je me dis que ça pourrait être un très bon mentor pour Ah que oui. les jeunes apprennent à préserver leur mémoire avec tout ce matériel visuel-là. Hmm. Je sais qu'Arthur Lamotte, à l'époque, je ne sais pas si ça se trouve encore parce que c'était en film, mais à partir des chutes, puis aussi de ce qui avait été dans ces films montés comme tels, il avait fait ce qu'il appelait une série encyclopédique où, par exemple, justement, il y avait comment construire un piège, tel rituel, telle Oui, façon de perler, bref, une série de vignettes, dans le fond, oui. assez longue parce que c'était pas là, il n'y avait pas un montage, c'était plus la démonstration justement de quelque chose de spécifique, plus qu'un Oui. montage pour la rendre digeste au commun des mortels. Là. Alors, c'était plus un travail d'observation et de conservation. Et il en avait fait une série comme ça, disant ça devient une encyclopédie visuelle de Absolument, la absolument. culture. Mm. Puis Daniel Bertolino voulait faire ça aussi. Mais là, je pense que les jeunes seraient capables de faire ça eux-mêmes. Parce qu'il suffit Ouais. finalement, ben, c'est un gros travail de réunir ces 20 ans de matière filmique dans leurs différentes communautés puis de les répartir par thème. Mais c'est pas si... C'est long et fastidieux, mais c'est en même temps intéressant. Et pour eux, c'est un Oui. bon outil d'apprentissage, tu sais. Oui, ben, écoute, on fera une table ronde là-dessus, peut-être au prochain Présence autochtone ou à un autre Ah, c'est le moment. fun! Quelle Parce que, bonne ben, idée! d'abord, Bertolino, c'est un maniaque. Hein? Il y a une façon de classer qui est incroyable. Hein? Et Oui, tout ce qu'il a filmé est classé. Il peut retrouver une séquence à partir d'une phrase oui, rapidement. oui. C'est incroyable, cette façon de procéder. C'est minutieux. C'est sûrement beaucoup de travail, mais une fois que c'est fait, c'est extraordinaire. Alors, Oui. Il et faudra avoir l'autorisation des communautés pour le faire, hein. Puis là, comme le oui. Wapikoni, la direction part dans le moment puis va être remplacée par une nouvelle direction, ben faudrait impliquer quand même la direction actuelle du Wapikoni, mais je suis sûre qu'ils peuvent juste être intéressés parce que c'est au profit des communautés, absolument. Oui, oui, oui. Mais pour l'instant, en tout cas, on en serait encore à élaborer le Oui, projet. Puis j'inviterai aussi Amelia Cordoba, que tu connais, qui est oui. maintenant, elle est retournée au Smithsonian. Elle a été Ah longtemps oui, à OK. l'American Indian Museum où elle s'occupait justement du département audiovisuel. Beaucoup de ce qui venait d'Amérique latine, Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et ils ont conservé à New York des documents que les Latino-Américains, souvent, qui devaient fonctionner dans des façons assez particulières, n'avaient pas toujours eu des moyens de conserver. Et ça Mais l'allait... dis-moi, Oui, le Smithsonian, là, son conseil d'administration, il n'est pas parasité par Trump dans le moment? il vient d'être tout changé et Oui, effectivement, c'est inquiétant. C'est oui. inquiétant. Mais Amelia, avant d'aller au Smithsonian, elle a eu un intermède. Bon, un intermède. Elle a été quelques années à l'Université de New York. Et OK. l'Université de New York avait acquis, justement, quand Amelia arrivait, l'appareil que maintenant ils ont aussi à la Cinémathèque québécoise, où on est capable de numériser des films, des vidéos. OK, des Alors, vidéos. OK. pour les conserver, alors tourner en vidéo analogique pour les mettre en vidéo en numérique, ce qui est quand même une opération qui demande des appareils et des techniques particulières. Je ne suis pas familier, mais
Je sais que c'est quelque chose qui est un peu complexe, qui a une certaine complexité et un certain coût. Et donc, elle a permis donc que tous les vidéos qui avaient été préservées à l'American Indian Museum à New York, le beau bâtiment, l'ancien bâtiment de la douane là, sur Bowling Green, là, à Manhattan, là. Alors que tous ces documents-là soient repris par l'Université de New York pour être numérisés. Alors, ça a sauvé des tonnes d'archives et donc, elle a eu, elle aussi, à avoir toute une réflexion et une action sur des archives précieuses parce que il y a des archives là-dedans de vidéos dans les villages au Brésil, des actions de Ivan Sanrines, j'oublie le nom de son association, partout en Bolivie. Il y a des documents uniques là aussi là-dedans qui sont historiques. Et c'est ce qu'on se disait hier soir. Des fois, on fait l'histoire et on ne s'en aperçoit pas. C'est vrai, hein, c'est vrai. Tu as raison, ça vaudrait la peine de faire un panel de réflexion là-dessus. Oui. Et puis, est-ce que tu as finalement pu assister au colloque sur l'intelligence artificielle? Là, j'en ai attrapé un bout. L'intelligence artificielle, ça m'intéresse vraiment. Je sais qu'on est méfiant, avec raison, parce qu'il y a des métiers comme la traduction, par exemple, qui sont vraiment en danger, parce que l'IA fait ça très, très bien. Mais il y a des créateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Ils sont derrière l'intelligence artificielle. Ils doivent commander à l'intelligence artificielle ce qu'ils veulent avoir comme produit fini. Et il y a des résultats qui sont extraordinaires. Moi, j'ai une passion pour une créatrice qui s'appelle Kelly Elbridge Bosch, qui fait des animations en intelligence artificielle, mais elle s'inspire de Picasso, elle s'inspire de Dali, elle s'inspire de l'architecture et les produits finis là, sont hallucinants parce qu'il n'y a pas de limite. L'imaginaire se déroule sous tes yeux, mais elle a commandé des mouvements, elle a commandé des couleurs, elle a commandé un univers, elle a commandé même une musique qui vient là-dessus. Et ça, je trouve que si on peut se rendre jusque-là, sans compromettre les métiers, mais en les outillant, en nous donnant des nouveaux outils, ça, je trouve ça très, très intéressant. Donc, il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi. Puis là, j'ai quand même eu un tout petit bout du colloque là, sur la restauration des films et des commandes que tu dois donner à tes machines pour arriver à restaurer des vieux films pour qu'ils le fassent peut-être. Mais c'est quand même toi qui as la commande. Si ta machine, tu ne lui as pas bien donné la commande, elle ne te donnera pas le résultat que tu veux. Là. Ouais, je pense que ça prend beaucoup de travail aussi, puis beaucoup d'échanges avec l'intelligence artificielle. Oui. Là où est-ce que j'avais comme une méfiance ces temps-ci, c'est que je vois beaucoup de contenu sur Facebook, Instagram, puis que aussitôt que je vois une vidéo faite par l'intelligence artificielle, on dirait que des fois, ça sonne un peu comme, mettons, ils vont faire une vidéo historique d'une époque ou d'un personnage. On dirait qu'il y a certaines hallucinations dans le texte ou dans ce qu'on décrit. Mettons, par exemple, il y a certains faits qui ne sont pas nécessairement vrais ou que ça fait du sens, mais après une recherche approfondie, mais c'est un peu faux ce qui a été vu mettons, dans les vidéos. Fait que je vois beaucoup de ça sur Facebook. Oui. Même des créateurs, juste, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui décide d'utiliser une intelligence artificielle puis ils postent un peu des vidéos mettons, qui peut être un peu douteux. Là. Fait que je vois beaucoup de méfiance aussi de ce côté-là. Oui, tu as bien raison, parce que la manipulation de la vérité, là, elle est infinie dans le moment. Je veux dire, tu peux utiliser ma tête, par exemple, actuellement, puis me faire dire complètement autre chose, des insanités, si tu as envie de me faire dire autre chose avec l'aide de l'intelligence artificielle. Puis ça devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux parce que c'est de plus en plus raffiné, de plus en plus sophistiqué, et on ne sait pas. Et je ne sais pas dans quel temps ça s'est joué pendant la campagne politique actuelle et puis aux États-Unis. Je veux dire, la somme d'informations faussées et qui deviennent visuellement ou à l'audio complètement crédibles, c'est hallucinant. Puis je pense que ça va aller de pire en pire. Mais la créatrice dont je te parlais, là où c'est possible et puis que c'est pas dangereux, c'est quand tu es complètement dans la création imaginaire, quand c'est juste de l'art. Quand c'est juste de l'art, ben, tu es moins en danger, autant en profiter. Mais tout le reste, c'est sûr qu'on peut être victime de plein de manipulations.
Oui, ben d'ailleurs, on a eu ce podcast, j'oublie son nom, je ne sais pas si Alexandre a une meilleure mémoire des noms que moi, mais Dominique? c'est un artiste Anishinaabe qui fait des morisseaux. Hein? Alors, allusion à Morisseau, le fameux peintre de la tradition là, de Woodland. Eh bien, il prend des motifs à la Morisseau, les fait déformer par l'intelligence artificielle et ça donne des œuvres un peu, je dirais, à la Dali, là, où on voit les horloges qui fondent. Ben là, c'est les formes à la Morisseau qui fondent. Et ils appellent ça, en plus, des morisseaux. Donc, la manipulation est non seulement avouée, elle est affichée et fait partie même de l'intérêt des œuvres. Oui. Ben, alors, ça va dans ce sens-là. Si l'inspiration est nommée, c'est un plus quelque part, là, parce que c'est presque un hommage admiratif à l'artiste dont tu t'inspires. Mais il faut que ce soit ça et c'est pas toujours ça. Ouh, il y a un peu de bruit. Oui. Ben, nous, ça ne nous dérange pas. Non. Non, tu parles de Morisseau. À la campagne, la maison de campagne que j'ai, là, à Mantonville, il y a un musée maintenant qui s'appelle Musée de l'art singulier. Puis il y a des Morisseaux, là. OK. Ouais. Sont-ce des vrais? Parce qu'il paraît qu'il y a plus de faux que de vrais. Ben, je pense que le directeur du musée il est très, 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 très vigilant. Alors, je pense que c'est des vrais. Oui. Un, que c'est sûr, c'est des vrais. Là, c'est à l'hôtel-musée des Premières Nations à Wendake. Oui, c'est des œuvres qui ont été données par Max Gros-Louis, d'ailleurs, qui appartenaient à sa collection. Et ça, c'est rare. C'est sur papier craft, hein, parce que Morisseau, avant d'être connu et reconnu, quand il a commencé à peindre, il allait chercher du papier que le boucher lui donnait. Et c'était à l'époque, hein, quand on achetait de la viande, c'était pas sous plastique, c'était enveloppé dans du gros papier brun. Hein, il mettait un papier ciré puis un papier brun, puis il donnait. Alors, les grands rouleaux de papier brun, ça coûtait presque rien à l'époque. Et alors, le boucher fournissait à Morisseau pour qu'il puisse peindre. C'est toute première toile, puis il les vendait le long de la rue. Le long de la route, hein, il se mettait le long de la route avec ses toiles pour les vendre. Alors ça, c'est des œuvres historiques, évidemment, les plus anciennes. André, j'ai un blanc de mémoire. Comment s'appelle votre peintre là, qui fait des œuvres fabuleuses, qui utilise le festival d'Abitibi-Témiscamingue pour faire ses affiches depuis quelques années? Non? Ça ne me revient pas, non? On avait fait un film avec lui la première année. Ses œuvres valent une fortune maintenant. Je ne pourrais pas me les offrir. J'aurais dû la première année, genre, il y a longtemps, là? Oui, ça fait longtemps. Ça fait c'est pas Kent Mockman, non? Non. Ça va me revenir peut-être avant qu'on se quitte, mais... Ça aussi, Kent Mockman, je l'ai connu quand il était encore un jeune artiste. On avait présenté ses premiers vidéos d'art qu'il faisait avec Giselle Gordon. Et déjà, ça coûtait cher parce que c'est quand même des œuvres assez élaborées. Mais je me dis, hey, j'en aurais acheté une, je serais riche aujourd'hui. Oui, ça, c'est sûr. Si on avait pris des bitcoins aussi, on serait riche aujourd'hui. Oui. Moi, je retrouverais peut-être à mon petit compte. Excuse-moi. Oui, je serais plus fier d'être riche avec un Morisseau qu'avec un bitcoin. Moi aussi. Mais en même temps, il y a quelque chose que je trouve ironique, c'est que le cinéma, puis la littérature, les arts occidentaux ont tellement faussé l'identité des Premières Nations d'Amérique que je me dis maintenant, peut-être que l'intelligence artificielle, avec tout ce que ça permet de fausses représentations puis de mensonges, c'est un retour de karma. Hein? Tout d'un coup, les sociétés occidentales se retrouvent dans le même, dans une situation similaire que celle dans laquelle, comme Autochtones d'Amérique, on s'est retrouvés face aux représentations faussées qui avaient tellement l'air vraies que les gens y adhéraient, puis même certains y adhèrent encore. Hein? Ouais. Peut-être que je retournerai à mon petit colloque sur l'intelligence artificielle. Il en reste un petit peu. Parfait. Écoute, Manon, merci d'avoir pris cet intermède avec nous, puis on va se programmer un autre podcast
pour parler plus longuement du Wapikoni, puis de ton implication, puis de tout. Écoutez, il y en a des histoires à raconter. On se fait un panel sur le montage aussi, puis la préservation des archives. Oui, ça c'est... Oui. Voilà. J'ai une question avant que tu quittes. Est-ce qu'il y a déjà eu des œuvres de la WAPI ou est-ce que ça a été des documents d'archives qui ont été visionnés, utilisés? Oui, il y a des films. Il y a plusieurs de nos films qui ont utilisé des archives. Beaucoup des films du Wapikoni qui ont utilisé des archives du territoire, des archives de personnages. Par exemple, dans un des films de Kevin, on voit sa mère. Donc, quand on revoit le film avec la photo de sa mère, c'est toujours extrêmement touchant pour Kevin, évidemment, mais pour nous aussi. Donc, il y en a plusieurs films qui utilisent des archives. Oui. Junior Leblanc aussi. Oui, tu as raison. Réal aussi. Fait qu'on on pourrait, mettons, récupérer les chutes de Pierre Dinel pour en faire des œuvres à travers la WAPI, mettons. Oui, absolument. Oui, ce serait le rêve. Oui. Ouais. Parfait. On te laisse retourner à l'intelligence artificielle, Manon. La vraie Manon, hein, c'est la vraie Manon qui est là, on vous le dit. Là, c'est pas... soyez sûr de rien. Il faut regarder les mains, paraît-il. Vous avez 5 doigts. Voilà. Alors, retourne à ton colloque, Manon, puis merci beaucoup. Bye bye. Merci. Salut. Là. Bye. Bon. Voilà, alors tout à fait passionnant comme échange. Alors, nous, on continue à travailler sur le prochain Présence autochtone. Et puis, alors bientôt, on pourra annoncer des choses, aussi bien en film qu'en musique, qu'en art visuel. Mais on peut vous dire déjà qu'on aura des créations en musique là, absolument exceptionnelles. Quand je dis des créations, c'est-à-dire des œuvres qui vont être jouées en public pour la première fois sur la place des festivals. Et ça va être des shows formidables. Alors, ça va être du 5 au 14 août, on y travaille fort. Tout est dans la cuisine maintenant. Et tous ceux qui sont autour disent que ça sent drôlement bon. Hein? On a hâte de voir ça. Oui. Et d'ailleurs, je regardais ça, c'est vrai, pendant que j'y pense, là, les 6 saisons à Tikamek, on voit tellement des gens préparer le poisson, le gibier, puis c'est tellement appétissant. On pourrait avoir ces films-là en odorama, où on aurait les odeurs on aurait capté les odeurs de cuisson de l'orignal, de la corrigone. Attends, tu veux dire que tu vas offrir il va y avoir un espace bouffe cette année? Non. Je suggère qu'avec peut-être l'intelligence artificielle, on pourrait, pendant qu'on voit le film de Pierre Dinel, sentir les odeurs des cuissons qu'on voit dans le film. Ah, ce serait le fun, ça. Oui. On est probablement à quelques années que ce soit possible. Oui, voilà. On va suggérer ça à la Cinémathèque, tiens donc. puis on va mettre un stand de bouffe juste à l'extérieur. On va devenir riche. Ouais. Voilà. Ben, merci Alexandre. On va se dire à la semaine prochaine. Ben oui. Fait que ça a été cool avec Manon, mais je sais qu'elle est occupée en ce moment. Mais je suis content qu'on l'ait eu au moins pour discuter un peu des 6 saisons puis un peu de la WAPI. Là. Ben, c'est sûr qu'on va la réinviter pour qu'on parle plus de l'histoire de la WAPI. Là. Oui, certainement. Et puis, c'est vrai, notons, avec les 6 saisons, j'ai encore parlé avec Marcel Jean, là, le conservateur de la Cinémathèque, et on va les présenter, les 6 saisons restaurées en juin, là, autour du 21 juin pour le jour... Enfin, dans la mouvance du Jour national des peuples autochtones et de juin, mois de l'histoire autochtone. Donc, tous ceux qui nous entendent là, puis qui sont fâchés d'avoir raté, puis vous avez raison d'être fâchés parce que vous avez raté quelque chose, vous allez pouvoir vous reprendre. On va s'organiser en juin pour que toutes les personnes intéressées là, puissent venir à la Cinémathèque et voir dans la belle salle qui, hélas, a perdu son nom, Claude Jutras, dans cette belle salle pour voir les 6 saisons à Tikamek.
Je sais pas, est-ce que c'est peut-être intéressant de, mettons, collaborer avec le conseil de bande de Manoan pour Oui. co-organiser un peu l'événement parce que je suis sûr qu'il va y avoir des activités aussi à Manoan, mais Hmm. c'est le fun qu'on puisse les amener, mettons, à Montréal pour voir la projection. Mais moi, je suis convaincu maintenant que la restauration est faite, les copies numériques existent, que des projections vont être faites déjà dans la communauté pour les gens. Là. Hmm. Mais cela dit, ce serait intéressant effectivement d'avoir des gens de Madouane pour rencontrer le public, commenter des films et qu'il y ait des atikamekw branchés sur la tradition qui puissent donner des avis, des explications supplémentaires. C'est intéressant, hein? Je pense que c'est avec toi qu'on discutait que cette façon de recueillir l'eau d'érable avec l'écorce, les gens, ça avait été abandonné, mais les gens pensent maintenant, après avoir vu le film, éventuellement recommencer. Ben oui, ben ça fait peut-être depuis 10 ans que je vois Mm. que pas mal, beaucoup de monde sont retournés dans le bois pour aller faire du sirop d'érable, mais auparavant, c'était comme si c'était fait par petite famille. Oui. C'était pas tout le monde qui le faisait. Là, maintenant, il y a du monde de ma génération qui ont commencé à aller recueillir l'eau d'érable pour faire le sirop d'érable. Mm. Puis avant ça, c'était surtout fait par les aînés, mais tu sais, les aînés, il y en a de moins en moins. Fait qu'on est comme Oui. un peu la prochaine génération qui devront faire ça. Là. Mm. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a une légende urbaine qui circulait que c'est qu'on n'était pas capable de faire du sucre d'érable. Traditionnellement, qu'on était juste capable d'aller au sirop, que c'était trop compliqué chauffer pour faire du sucre. Or, il y a un aîné, justement, dans le film de Disney et de Pierre Ribon, qui dit, traditionnellement, on ne faisait que du sucre. Mhm. Ça se conserve mieux, puis c'est plus Fait que facile à transporter. Alors, comme les gens étaient des chasseurs qui marchaient sur des vastes territoires, ben, avoir de l'énergie concentrée en bas, c'est important. Donc, oui, c'était bien la principale production traditionnelle, du moins si j'en crois, d'en croire les paroles de l'aîné qui témoignait dans le film, ben, c'était effectivement le sucre. Alors, qu'on arrête de nous bassiner qu'on n'était pas capable de faire du sucre, on en faisait. Bon. de mon côté, moi, c'était le sirop d'érable qu'on me disait qu'on n'était pas capable de faire parce qu'il n'y avait pas de contenant suffisamment dur pour pouvoir résister à la haute température. Ben, c'est faux parce qu'il y avait les. D'abord, c'était pas fait à si haute température parce que c'était des poteries qui étaient fabriquées par justement les Iroquois, donc ce soit les Hurons ou les Mohawks qui fabriquaient des poteries en argile qui étaient fragiles. Ça devait être un poème de transporter ça dans le bois puis de les conserver. Et on cuisait tout simplement longtemps, longtemps, longtemps. Et la façon de faire, la plupart du temps, c'était d'avoir des roches qu'on faisait chauffer au maximum dans le feu et on les plongeait dans le liquide. Et là, le liquide devenait bouillant. Et il fallait faire attention, évidemment, pas de trop grosses roches, Mhm. non, c'est trop fort, puis transporter ça. Alors, quand les colons sont arrivés avec la technologie du métal, là, beaucoup des contenants en laiton ou en plomb, c'était un article de traite extrêmement recherché par les gens qui arrivaient avec les fourrures. Et d'ailleurs, c'était à l'époque, les chaudrons étaient faits solides en maudit parce que dans le grand chaudron dans lequel est du sirop, dans les 6 saisons à Atikamekw, il date du 18e siècle, 1700 quelque Hmm. chose. Et depuis ce temps-là, qui était traîné dans la famille pour le même usage. Et il est en laiton, donc ça veut dire qu'il avait été fabriqué, il avait été fait solide. Je ne pense pas Ouais. que ce que les gens sont allés acheter dans la liquidation de la baie ce week-end, les chaudrons vont durer aussi longtemps. Ouais. J'en ai une d'ailleurs chez nous, un chaudron en fonte. Mm-hmm. C'est ça, c'est une tradition qu'on se donne chez nous. Là. C'est comme on donne le chaudron à un bon cuisinier. Fait que moi, j'en ai eu de D'accord. ma mère qui, elle, ma mère l'a eu de sa belle-mère. Bon, voilà.
Ça, je pense que je ne sais pas si on nous reste encore des chaudrons antiques, là, mais. Oui, ben peut-être celui qui est dans le film. Ça fait 40 ans, donc il risque peut-être d'avoir été encore conservé dans la famille. Ben là, ça va devenir bientôt une pièce de musée. Il faudra ouvrir un musée à Manoir. Ouais. Donc, on va se voir la semaine prochaine. Bien sûr, tous les mercredis, c'est un rendez-vous sur la rue Ataligan. Merci, Alexandre. Ouais, merci, André. Là. Merci.